Donc, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Mme Danielle Fleury, présidente directrice générale adjointe du CHUM, et M. Jean-François Fortin-Véraud, directeur de soutien à la transformation du CHUM également, qui vont nous présenter aujourd'hui un séminaire intitulé Préparation, transfert et ouverture du CHUM, histoire et apprentissage d'une aventure. Donc, je vous souhaite à tous un bon séminaire et au plaisir d'avoir vos questions après le séminaire. Merci. Bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir, Jean-François et moi, de venir un peu vous parler. Vous savez, dans le titre, il y a le mot aventure, et c'était toute une aventure. Ça l'est encore. Alors, on va tenter de vous présenter un peu le CHUM, son projet, mais aussi vous raconter l'histoire de la transition, de la préparation et après ça, l'amélioration continue, puis partager avec vous autres quelques leçons apprises. Bon, alors le CHUM, bien, le CHUM, c'est 500 000 patients. C'est d'abord et avant tout pour eux. Alors, chaque année, on reçoit 500 000 patients. Il y a environ 5 800 étudiants. Puis dans étudiants, vous avez toute la strate des gens qui sont dans une école secondaire jusqu'à la résidence des étudiants de doctorat. Il y a 435 chercheurs, le centre de recherche qui est là. Mais surtout, on a une équipe extraordinaire. 10 000 employés. Vous savez, il y a, avec la cession de Notre-Dame au CIUS Centre-Sud, on passait de 10 000 à 8 500 employés, mais on a eu l'arrivée de Optilab, on en a retrouvé 1 500. Alors, on est à 10 000 employés, 1 056. Peut-être qu'aujourd'hui, on est à 1 055 ou 1 057, mais c'est quand même plus de 1 000 médecins, 79 pharmaciens, et il ne faut pas les oublier, 681 bénévoles qui ont joué un rôle et qui jouent encore un rôle essentiel dans toute cette aventure-là. Et ce qu'on veut, bien, c'est pour les meilleurs soins, services spécialisés pour une clientèle adulte, parce que la seule clientèle qu'on n'a pas, c'est la pédiatrie. Quand on regarde ça, quand on regarde ça, ça ressemble beaucoup à une équipe du bloc opératoire. Ce qui est plus surprenant, c'est que vous avez psychiatre et infirmière de santé mentale, parce que c'est une équipe pour la neuromodulation en psychiatrie, en santé mentale. Alors, des fois, l'habit ne fait pas le moine. Alors, ce qu'on vise, un CHU, c'est quoi? Comment on peut se distinguer? Bien, c'est par l'intégration des soins, de l'enseignement, de la recherche, de la gestion et de l'innovation. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on a tout au long de nos travaux. Bon, ça, je pense que ça a fait assez les médias. C'est 3,6 milliards de beaux dollars québécois. Quand on dit que le CHUM, ça appartient à tous, tout le monde a contribué. Et c'est 300 000 mètres carrés. C'est très grand, c'est énorme. C'est d'ailleurs été un enjeu à un moment donné, mais c'est quand même 2 fois là, la tour de la place Ville-Marie. Et c'est 25 étages, mais 25 étages de soins, puis on a 5 étages en sous-sol, qui la radio-oncologie, tout ça. Alors, vous voyez, c'est quand même beaucoup. 772 chambres individuelles, et ça, c'est vraiment une chambre, avec la place pour la famille, et ça a été un grand changement. La famille, puis Jean-François le sait, a travaillé très fort, mais maintenant, ça fait partie des heures de visite. Il n'y en a plus. La famille qui veut rester, il y a l'espace, on peut les accueillir. C'est aussi 380 000 visites en clinique externe. Et on a plus de 400 salles d'examen, 65 000 visites à l'urgence. On dit que dans le CHUM, il y a 12 000 portes. Je ne les ai pas toutes ouvertes. Des fois, il y a encore certains secteurs. Hein? Alors, il y a 39 salles d'opération. Dans ces 39 salles-là, il y a aussi 3 salles hybrides. Les salles hybrides, on peut avoir comme de l'angiographie en même temps. Donc, on a l'imagerie en même temps qu'on fait la chirurgie. Pas besoin de déplacer le patient et c'est beaucoup plus facile à travailler. Jean-François, ton plaisir. Mon grand plaisir, oui. Un projet de cette envergure-là, de cette complexité-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de cynisme hein, au Québec autour de ce projet-là, puis autour des enjeux liés à ce projet-là. Ce n'est pas un projet qui a été ralenti par des enjeux cliniques.
c'est des enjeux de choix gouvernementaux, des choix politiques qui ont généré les délais. Vous voyez, le CHUM a été créé à l'époque quand Lucien Bouchard était encore premier ministre du Québec avec une intention de rapidement ouvrir le CHUM. À l'origine, les premières dates, c'était 2001. Mais les décisions sur où on va le construire, en quel mode on va le construire, qu'est-ce qu'on va faire exactement, c'est ça qui a généré les allers-retours réels. Parce que quand on le regarde, à partir du moment où formellement on a concrétisé le PPP, on est en 2009, puis on a ouvert l'hôpital en 2017. OK? Donc, la période réelle, là, si on enlève les sagas, les allers-retours, c'est 8 ans de on décide, puis on a un hôpital moderne de 772 lits, 39 salles d'opération qui est livré. Fait que la performance, quand on la regarde comme ça, n'est pas si mal. Mais il faut apprendre, je pense, dans ces grands projets-là, à accélérer la première étape du choix structurant. La même chose a été vraie, ceux qui se sont amusés à lire les articles récents sur le pont Champlain. La même chose a été vraie pour le pont Champlain, c'est l'amont. Ce n'est pas quand la décision est prise. Quand la décision est prise, on est capable. Mais nous, contrairement au pont Champlain, on a changé d'adresse souvent. On a fait le 6000 Saint-Denis, on a fait la courbe Triage, Outremont, 1000 Saint-Denis. Prochaine étape, c'était sur le fleuve. Avec... sur une barge. Et par contre, dans notre projet, à partir du moment où la construction a été décidée, dès 2013, parce que tantôt, j'ai dit 8 ans pour l'hôpital, mais en 2013, on a eu la première phase du projet de livrer en 4 ans. Centre de recherche, centre d'apprentissage, bâtiment administratif. Donc, ensuite, on a eu des allers-retours de gouvernance. On le sait, le réseau de la santé québécois a changé. Donc, on nous a demandé pendant un certain temps d'être fiduciaire de Notre-Dame jusqu'à la fin du projet en 2020. Puis ensuite, avec la réforme, on a dit non, finalement, on demande que ce soit le CIUS du Centre-Sud pour optimiser les soins et services sur le territoire qui prennent en charge Notre-Dame. Mais on peut imaginer qu'en termes d'offres de services cliniques, d'organisation des soins, c'est des éléments qui changent beaucoup le portrait pour nous. Puis l'autre chose, le mode de construction PPP venait avec une garantie contractuelle d'un délai. Normalement, on aurait dû avoir l'hôpital le 1er avril 2016. À cause des enjeux contractuels, jusqu'en février 2016, notre partenaire nous garantissait une livraison au 1er avril. Donc, comme institution, nous, il a fallu faire comme si, au 1er avril, on allait recevoir l'hôpital, mais en ayant des indices, parce qu'on voyait le chantier, qu'on ne serait probablement pas prêt, mais on ne pouvait pas se permettre de ne pas l'être. Finalement, la réalité, ça a été 1 an de retard dans la construction, malgré le mode PPP, donc avec les impacts cliniques qu'on peut anticiper. Et vous comprenez que là-dedans, de motiver les gens, le personnel, les médecins, qui, pour certains, n'y croyaient plus, c'était extrêmement difficile. Et c'était une partie avec laquelle il fallait travailler, surtout quand nous, on savait que les risques étaient que ce ne soit pas livré. Ça, c'est un enjeu très, très, très important. Je vous l'illustre avec un secteur clinique, OK, pour prendre l'exemple. On a un service d'obstétrique au CHUM. Nos équipes d'obstétriciens ont regardé la situation, ont anticipé l'ouverture de l'hôpital et une première fois, ont réduit leurs activités 9 mois d'avance. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, pour dire on va prendre un peu moins de patientes pour au moment de l'ouverture avoir une marge de manœuvre. Ils l'ont fait une fois, mais la deuxième fois, on n'a pas déménagé. Fait que la deuxième fois, est-ce qu'ils ont refait la même baisse d'activité? Non, avec les exigences cliniques que ça a générées lors de l'ouverture. Fait que ces genres d'éléments-là, puis on ne peut pas les blâmer, là, parce que c'est un service patient à donner. Fait que c'est des conséquences comme ça que le projet a généré. On a cédé dans notre projet, on l'oublie souvent, mais on a cédé au même moment où on déménageait. À minuit, on donnait l'hôpital Notre-Dame à nos collègues du CIUS Centre-Sud qui prenaient le relais, qui l'ont très bien fait d'ailleurs, pour l'offre de service. Mais vous pouvez imaginer, en termes de personnel clinique, transfert d'employés, transfert de responsabilités, prise en charge médicale, comment ces éléments-là étaient un enjeu, puis beaucoup de discussions autour de ça. Puis maintenant, le projet n'est pas terminé. On va avoir en 2021 la dernière phase du projet. Ceux qui sont passés récemment près ont vu le trou. Saint-Luc est maintenant complètement démoli. On est en train de forer dans les sous-sols, puis vous allez bientôt voir la nouvelle structure monter.
Cette fois-ci, on a l'opportunité de faire affaire avec le génie québécois dans la réalisation du chantier et pour l'instant, tout est à date et tout fonctionne bien. Donc, on remercie nos collègues de Pomerleau qui sont au rendez-vous. Donc, c'est les gros éléments qu'on voulait vous remettre parce que je pense que ça influence après ça ce qui s'est passé de façon structurée. Le CHUM, quand on le concrétise, dans le fond, vous le voyez, la première phase dont je vous parlais tout à l'heure, le pavillon R, le pavillon S, donc c'est notre centre de recherche, l'académie, les services administratifs. Le pavillon D, hospitalisation et nos plateaux techniques. Et ensuite, ici, c'est notre secteur ambulatoire. Ici, F pour pharmacie. C'est notre plateau où, dans le fond, on a laboratoire, pharmacie, logistique, kit débarquement. Donc, vous pouvez imaginer, la pharmacie est située ici, le besoin de médicaments est situé là, des enjeux de transport, des enjeux de planification de soins, des enjeux d'ordonnance, des enjeux d'initiation des premières doses. Donc, voilà. La partie que vous avez ici, c'est ce que je parlais tantôt qui est en train d'être réalisé avec Pomerleau. On peut se dire on a la majorité de l'hôpital, mais c'est quand même un environnement clinique qui va accueillir 150 000 visites de cliniques externes, qui va avoir un plateau de médecine de jour en oncologie, un plateau de médecine de jour en médecine interne et tous les bureaux de nos cliniciens. Donc, vous allez dire, oui, mais nos cliniciens sont assis où en ce moment? Bien, ça fait partie du plaisir de notre projet, partout, avec plein de compromis pour tout le monde. Donc, grosso modo, si on veut le comprendre, c'est les grands éléments. François, je un petit mot sur l'académie, peut-être? Oui. Un petit mot sur l'académie. Peux-tu y aller, Daniel? L'académie qui a été construite, qui a été livrée en 2013, en fait, tout est regroupé et on a essayé de faire un grand centre de simulation qui est capable d'accueillir les employés, mais aussi des étudiants, de pouvoir mettre les gens ensemble. Et ça a été une belle occasion, justement, lors du transfert. Là, maintenant, on est tous au même endroit et pour préparer les équipes, ça s'est fait via la simulation. Alors, dans l'édifice du centre de recherche, ça prend 2 étages complets où on a de la simulation, mais on a des salles de rencontres, de la formation, du miroir santé. En fait, on a essayé de le mettre, bien sûr, à la page. Là, on est à l'étape, il faut renouveler notre page. Alors, de la transformation au transfert, alors, c'était l'objectif pour nous, même si c'était quand même 3 hôpitaux, même si on était une entité, c'est de créer vraiment un centre académique, de pouvoir le réaliser. Et ce qu'on a fait, on s'est fait un projet clinique. On a regardé notre projet clinique. Projet clinique, c'est où est-ce que je me projette? Oui, j'ai mon image maintenant, mais où je me projette? Et c'est ce qui va nous guider, c'est ce qui nous guide pour accueillir de nouveaux médecins, là où on va investir des sous, comment on peut se préparer. Alors, on a fait le projet clinique, et c'est un projet clinique avec, oui, le côté clinique, mais on a ajouté à ça le volet enseignement et le volet recherche. On a essayé de faire quelque chose d'intégré pour être capable. Alors, on a, oui, par les organes, mais on a aussi les processus et on fait un grand schéma avec ça. C'était, bon, on le disait, il faut développer la recherche, l'enseignement, aller plus loin. L'intégration, bon, le CRGIP, là, soins, enseignement, recherche, gestion, innovation, puis notre P, c'est pour patient, qui soit vraiment au cœur de toutes les rencontres. Et là, maintenant, là où on va, c'est d'aller vers l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée. Actuellement, on aurait environ 40 là, des activités, mais là, on veut aller plus loin pour que ce soit à la base, là, et que ça nous aide à prendre nos décisions. Bon, la transition, une partie qui a été très importante, c'est la gestion des flux internes et externes. Interne, pour que le patient ne sente pas de transition et qu'il n'y ait pas d'angle mort. Et l'externe, bien, c'est tous les patients arrivent de quelque part et requittent et quittent pour ailleurs. Donc, c'est tout le lien qu'on fait avec nos partenaires du réseau, bien sûr à Montréal, mais à la grandeur du Québec. C'est un enjeu excessivement important. Et puis, il faut revoir, la première chose, il faut revoir tout le travail, tous les processus. Parce qu'on a tout préparé avant. Jean-François va pouvoir en parler. Mais une fois que tu arrives dans tes nouveaux locaux avec de nouvelles équipes, on va aussi vous toucher un mot là-dedans, bien, il faut revoir l'organisation du travail. Je ne peux pas m'organiser de la même façon. On a des unités de soins, par exemple, 36 lits, toutes des chambres privées. Alors,
C'est grand. Mais c'est la même chose en imagerie, c'est un peu partout. Bon, ben, les ressources humaines, on en a parlé, il fallait vraiment s'assurer de ça. Et là, on avait tout préparé, on devait tout préparer l'ouverture clinique. Parce que pendant qu'on transférait les patients d'un hôpital, les 2 autres continuaient à fonctionner et il fallait là, le faire, donc surveiller un peu en avant, en arrière pour que ça puisse se faire. Puis le zonage, chez nous, le zonage, c'est comment on répartit les lits par spécialité, c'était à réfléchir. On a, ce que je vous disais, on a fait le phasage. Et puis, c'était tout ce qui touchait comment on peut y arriver. Et puis là, bien, le transfert, ça a été un travail de moine. On a planifié, on s'est préparé, on a activé le tout et on a fait le transfert. Donc, si on reprend nos grands morceaux qu'on parlait tout à l'heure, à l'origine, le CHUM, c'est Hôtel-Dieu Notre-Dame-Saint-Luc. Hôtel-Dieu, maintenant, reçoit une partie de nos cliniques externes, 4 cliniques externes et plusieurs activités administratives, par exemple notre centre de rendez-vous. L'hôpital Notre-Dame, on l'a changé de vocation, on l'a cédé au CIUS du Centre-Sud qui a la responsabilité clinique. L'hôpital Saint-Luc, il est maintenant détruit. Puis en résultante, on a un hôpital qui est en partenariat public-privé. On a cédé le CIUS, puis il y a le ministère également. On avait un objectif de rapatrier les clientèles vers leur point de service d'origine. Ce dernier élément-là, il est très structurant, mais nos leviers internes pour y arriver, je donne un exemple concret. On a un patient suivi en cardiologie au CHUM depuis 20 ans. Le patient lui-même veut-il retourner en Montérégie, même s'il y habite, ou il veut continuer avec le docteur qui lui a sauvé la vie? Je le mets en guillemets. C'est ça concrètement quand on essaye de répartir des clientèles. Ça a l'air beau, il faut essayer surtout à la source que ces patients-là soient traités au bon point de service. Donc, c'était notre transformation. On ne parlera pas de la transformation aujourd'hui. Daniel a mentionné le projet clinique. Il y aurait plein de choses super intéressantes à dire là-dessus. On se concentre sur transition-transfert. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par transition-transfert précisément? Le projet et le plan clinique. La différence entre projet et plan, un plan, c'est des volumes d'activités ciblés. 65 000 visites à l'urgence. Combien de visites dans chacune des cliniques externes? Combien de lits d'hospitalisation partout? Ça, c'est le plan. La conception de l'hôpital, donc son organisation physique de base, l'organisation du travail et des ressources, puis la nomination et la confirmation des postes. Tout ça, on l'a fait avant notre dernier droit. Puis aujourd'hui, on va parler un peu plus du dernier droit. Mais chacun de ces morceaux-là a été immense. Puis dans notre séquence, vous voyez, je l'ai mis en projet, conception, organisation du travail, nomination. Dans les faits, ça n'a pas été linéaire. Il y a eu des allers-retours continus entre chacun de ces morceaux-là qui sont venus influencer. Je vais donner un exemple concret. Dans nos cliniques externes, nos cliniciens ont rêvé un modèle idéal organisé par sous-clinique avec des postes d'accueil dans chacune des sous-cliniques. Avons-nous le budget pour faire ça? Non. Bonne réponse. Donc, et voilà, la patronne vient de parler, puis c'est le cas. Fait que là, comment on fait? On a un modèle qui a été imaginé, rêvé, en conception, puis on a des ressources réelles, puis il y a un écart. Fait que là, il fallait tout le temps imaginer des nouveaux modèles adaptés pour répondre à ça. Fais juste parler de la nomination, les choix de poste. Et pour vous donner une idée, puis on le tient à le dire, là, puis à le redire, nos syndicats ont été dans cette aventure-là extraordinaires. Ils ont eu, des fois, on casse du sucre sur le dos des syndicats, mais ils ont su avoir un équilibre parfaitement adéquat entre les patients, leurs besoins, puis la défense des intérêts de leur monde. Puis ils ont trouvé ça, puis ils ont été tout le long avec nous des personnes qui ont suggéré des solutions. Ce qu'on a réussi à construire ensemble, premièrement, c'est un processus où on est parti du principe qu'il fallait que les gens puissent choisir eux-mêmes leur poste. Est-ce qu'ils vont être à Notre-Dame? Est-ce qu'ils vont être au Nouveau-CHUM? Mais en même temps, avec des balises et des contraintes. Si vous êtes dans un secteur d'activité qui va rester entièrement au Nouveau-CHUM, mettons la transplantation, bien, vous en venez au Nouveau-CHUM. Parce que sinon, il va y avoir un bris de service puis il va y avoir un problème. Fait que les syndicats ont accepté cette notion d'expertise-là. Ceux qui connaissent bien le détail, vous savez que c'est quelque chose. Donc, puis ils l'ont fait avec nous, puis on a inventé ce modèle-là ensemble. Puis ils ont été très bons joueurs parce que tantôt, j'ai donné l'exemple clinique de nos obstétriciens,
Mais pratiquement, on avait fini les nominations de tout le monde pour ouvrir en avril 2016. Avec le roulement, les gens qui partent à la retraite, avec les gens qui changent de secteur, pensez-vous qu'on a pu garder le même affichage de postes? Non. Fait qu'on a raffiché 2 fois 10 000 postes. Avec tout le monde qui repostule. Puis vous savez ce que ça veut dire dans les équipes. J'ai mon poste, j'ai pas mon poste, j'ai mon corps, j'ai pas mon corps, avec de tensions, d'inquiétudes personnelles, où je vais travailler, quand je vais travailler. Donc, il y a eu 2-3 tensions. 2-3. Mais ça s'est bien fait. Oui. Donc, ensuite, dans ce parcours-là très important, réception provisoire, ensuite, on rentrait dans du extrêmement concret de est-ce que les locaux correspondent à ce qu'on devait avoir? Est-ce qu'on a tous nos équipements? Ça, là, mea culpa envers nos collègues du CIUS Centre-Sud, nous, au CHUM, puis ça, c'est quelque chose. Au quotidien, un inventaire en temps réel des équipements, des instruments. Dans les hôpitaux, on est ordinaire pour avoir ça. Pourquoi? Ça rentre, on sait que c'est rentré, mais après ça, on sait quand on a à l'entretenir, mais qu'est-ce qui se passe avec... Là, on a travaillé avec des listes qui n'étaient pas exactes d'équipement. Fait que vous pouvez imaginer en temps réel, là, puis la responsabilité de ça est partagée, puis il fallait assurer un service clinique tant du côté de nos collègues de Notre-Dame que de chez nous. Fait que vous pouvez imaginer, là, le chariot à code, c'est qui part avec? Moi, j'en ai besoin, toi, tu en as besoin, moi, je le veux, c'est dans ma liste, non, c'est dans la tienne. C'est ce plaisir-là qu'on parle quand on parle des équipements en détail. On ne vous parle pas du mobilier. C'est encore pire. Avec une emphase aussi beaucoup sur tests, formation, simulation. On a réussi, en faisant un bon travail d'équipe avec les gens de l'Académie, de la DSI, les finances, tout le monde ensemble, à convaincre le gouvernement de nous donner des sommes supplémentaires pour le faire. Parce qu'au début, on nous disait, faites-le dans vos budgets récurrents, faites-le dans vos marges de manœuvre. On nous a donné de l'argent à la hauteur de 75 % du besoin en disant, oui, c'est un moment unique. Ça nous a permis de faire le plus possible en amont ce qu'on avait à faire. On va y revenir tantôt. Puis de libérer, pendant la réduction d'activité, notre personnel. On a eu un moment prêt au déménagement. L'arrivée de patients personnels, en 3 temps, on a déménagé par hôpital. On va vous en parler tantôt. Puis dans ce qu'on est maintenant, l'amélioration continue. Tout le long de ça, on a eu une stratégie de gestion de changement qui n'est pas spécifique. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on a eu le souci de construire notre sentiment d'urgence puis d'avoir les gens mobilisés. On a fait des événements autour de ça. On a eu un souci de mesurer tout au long l'engagement des gens puis d'intervenir dans les secteurs où ils n'étaient pas, puis monter des programmes adaptés. On a essayé de développer la capacité chez nos gens à faire des choses, donc à travers des boîtes à outils, à travers des rencontres de résolution de problèmes, plein de choses. On a moins bien réussi cet aspect-là parce qu'à un moment donné, le temps avançait trop, puis on n'a pas réussi à habiliter suffisamment, puis on a été obligé de faire avec ou faire pour. Puis ça, dans notre démarche, il y a quelque chose là qu'on a à apprendre. Ensuite, on a eu un grand plan de formation et de simulation, puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup investi dans le soutien post-ouverture. Fait qu'on va vous en parler. On a eu une démarche quotidienne pendant 6 mois de suivi des équipes dans tous les secteurs cliniques de l'hôpital. OK? Donc, gros investissement. Alors, tout ce qui était de l'activation, on a engagé quelqu'un, Michel Lortie, qui avait fait l'activation au CUSM, qui connaissait bien ça. Et on a travaillé avec la même firme de déménageurs, firme canadienne, qui a à son actif plusieurs déménagements. Mais là, c'était vraiment de tout préparer, de préparer toutes les équipes au transfert. Et je vous le dis maintenant, quand on a ce type de personnes qui travaillent avec nous, au début, on les challenge pas mal. Mais on a compris que déménager, là, ce sont des experts. Et ce qu'ils nous avaient prédit, ça arrivait. Il y a des choses auxquelles on tenait parce que c'était clinique, mais autrement, c'était une organisation. Et pour faire une vraie activation avec les mètres carrés qu'on avait, ça aurait demandé 9 mois. On a pris 6 mois, et là, vous voyez, 1er avril 2017, on a eu les clés. Ça, c'est fictif, parce que je pense qu'il y a 60 clés après le trousseau. Après ça, on a activé et on a fait le déménagement Saint-Luc, Hôtel-Dieu, Notre-Dame. Et on avait choisi la séquence. Il fallait commencer par Saint-Luc parce que la démolition devait commencer tant de jours après la livraison. Alors, c'était là. On allait à Hôtel-Dieu, puis on a gardé Notre-Dame à la fin, plus de lits.
Alors, la période d'activation, c'est vraiment toutes les équipes, tous les secteurs ont travaillé avant à écrire leur plan de transfert, leur plan d'activation. Comment ça allait se faire? Qui allait s'en occuper? Comment on verrait ça? Et il fallait vraiment, chacun était revu des plans. La firme les revoyait. Michel Lortie, vous savez, pour être aux commandes de ça, il faut vraiment un général. Et on l'avait. Elle était grande de même, mais je te jure qu'on écoutait. Et elle suivait, puis elle nous disait, bon, où on en était. On va aller un petit peu plus vite. On avait un objectif. Je vous ai dit qu'il aurait fallu 9 mois. On en a pris 6. Une des premières raisons, c'était, psychologiquement, il fallait qu'on termine les déménagements en 2017 pour toutes les équipes. Mais en plus, on a terminé à fin novembre 2017. Il y a la période de la grippe et les autres établissements de Montréal nous ont supportés. Parce que quand je diminuais les activités dans un hôpital, bien, il y avait autant d'ambulances, il y avait autant, et c'est les autres établissements qui nous soutenaient. Alors, ça ne pouvait pas traîner là, sur une période trop longue. Et quand on nous a fait la livraison, là, la réception provisoire, bien, il restait des travaux à faire. Alors, il fallait que les travaux se fassent, mais que ça ne nuise pas à toute l'activation des équipes. Est-ce que ça n'a pas nuit? Oui, ça a nuit à certains endroits, dans certains secteurs très précis, mais autrement, on y est arrivé. Et vous avez les secteurs, vous les avez vus, là, ceux qui ont demandé plus de temps. Donc, le calendrier final, les déménagements, parce que les déménagements étaient tous en séquence, vous les avez, tu peux aller... c'était vraiment de préparer le déménagement et on le mettait sur 4 semaines, ce déménagement-là. Les 2 premières semaines. La première semaine, c'est qu'on déménageait du matériel et des bureaux vers le nouveau site. J'y aille ou je peux y aller si tu veux l'avoir. Oui. Et les cliniques externes, on arrêtait. La deuxième semaine, on limitait au maximum. Il fallait regarder cas par cas comment ça se passait. Le dimanche de la deuxième semaine, c'était le transfert des patients. On fait ça un dimanche, c'est plus tranquille. Et après ça, la reprise des activités. 25 la première semaine et après ça, de 50 à 75 Et ça, c'est un élément important parce qu'il y avait des gens qui disaient « on peut fonctionner, nous, à 100 ». Peut-être que moi, je peux fonctionner à 100 mais peut-être que le bloc opératoire ne peut pas fonctionner à 100 peut-être que la logistique ne fonctionne pas à 100 Alors, on y est allé graduellement et il y a même des équipes qui nous ont dit à la 3e semaine « non, on va rester encore pas à 100 mais... Alors, on a fêté notre premier transfert de patients le 8 octobre dernier. On va faire notre deuxième le 5 novembre et à la fin, le 26 novembre. C'est à partir du 8 octobre que le nouveau site est devenu un hôpital. Les patients sont entrés. Et pour Saint-Luc, on créait un couloir, une passerelle à l'intérieur, mais par les autres, bien, il a fallu s'entendre avec Urgence Santé et pouvoir le regarder. Pour la formation, je vous le mentionnais tantôt, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un plan adapté juste à temps pour les gens. La grande difficulté, vous le voyez, tout bouge en même temps. Si on donne du contenu de formation 6 mois à l'avance, est-ce que les gens vont se rappeler c'est quoi les comportements, comment utiliser la machine? La réponse est non. Donc, on est obligé de déplacer la charge mentale puis l'activité le plus près possible de l'action. Fait qu'on l'a découpé avec cette logique-là. Avant le transfert, le plus possible, orientation spécialisée. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une nouvelle clientèle que je ne connais pas. Essayer de comprendre, puis savoir les protocoles et les procédures en lien avec cette clientèle-là. De 8 à 2 semaines avant le déménagement, visite orientation générale, nouvel environnement clinique. Donc, une journée complète pour chacun des cliniciens avec une tonne de détails à maîtriser puis à inclure là-dedans. 4 semaines avant, les formations sur les équipements. Puis là, on a utilisé différentes stratégies. Des fois, c'était des super utilisateurs. Des fois, c'était en réel. Des fois, c'était en e-learning. Des fois, fait que ça dépend selon la situation. Les 2 autres étaient en présentiel. Puis 2 semaines avant, là, on est dans l'orientation spécifique. Je travaille à telle unité, je m'en vais dans mon unité et je suis en train de... C'est quoi mes outils? Mon téléphone, mon tensiomètre, bon, etc., etc. Donc, puis... On a standardisé tout ce qui était transversal, puis après ça, on a accompagné les équipes à monter leur propre programme d'orientation spécifique. Quand je dis « on », ça inclut l'équipe de l'académie, ça inclut l'équipe de la DSI, puis ça inclut mon équipe.
Donc, je vais aller là-dessus. On a aussi travaillé très fort pour, en amont de l'ouverture, faire une grande générale. Donc, une grande générale, c'était quoi? C'était de dire simuler les processus transversaux pour voir est-ce que ça marche. Donc, le patient arrive, je veux faire le triage. Est-ce que je suis capable de faire le triage dans SIURGE ou pas? Est-ce que ça envoie l'information vers la salle à choc? Puis est-ce qu'on est correct en termes de suivi? Puis après ça, si je veux transférer le patient, on va appeler le transport patient. Est-ce qu'ils reçoivent l'appel? Est-ce qu'ils savent où se rendre? Est-ce que la porte, elle marche? Tu sais, je pourrais rentrer dans le détail, vous comprenez la logique. L'idée, c'était de capter tous les grands problèmes structurants en amont. Puis des fois, c'est aussi bête que l'orientation physique. La neurologue qui est appelée pour un AVC, un accident vasculo-cérébral, qui arrive à l'urgence, qui dit « est où la salle de choc? » Il fallait ne serait-ce que de se retrouver. Et ça a fait réaliser aux gens, il faut que je prenne du temps en plus pour venir apprivoiser mon environnement pour me retrouver. Parce que personne ne pouvait les aider. Hein. Ça vous donne une idée de l'envergure. On a eu nos collègues d'Urgence Santé qui ont accepté de nous dédier des ambulances, de venir, parce que pour eux aussi, ils débarquent dans un nouveau site. On rentre par quelle porte? Ça marche comment? J'ai accès à quoi? Tu sais, ils voulaient eux aussi apprendre avec nous là-dedans. Donc, c'était juste pour vous donner une idée. Je ne ferai pas le détail, mais on a choisi des trajectoires qui étaient transversales avec un impact majeur, tu sais, comme l'AVC thrombectomie dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Ça, je pense qu'on en a parlé. Bon, pour arriver à se retrouver, parce qu'on était, en même temps qu'on travaillait sur 3 sites, on préparait l'ouverture et on a mis en place différentes structures, mais on s'est surtout donné un certain nombre de tableaux de bord pour s'y retrouver. Ça, c'est un tableau de bord qui a été fait spécifiquement pour le centre de commandement, dont on parlera tout à l'heure. Mais ça voulait dire, et on l'a encore, en tout temps, j'étais capable de dire, j'ai combien de patients à Saint-Luc, combien de patients à Notre-Dame, combien de patients à l'Hôtel-Dieu, j'en ai combien dans les urgences, j'en ai combien qui vont avoir congé, pour être capable de le suivre. Et maintenant, on l'a conservé parce qu'au fur et à mesure qu'on déménageait, l'hôpital Saint-Luc, on n'avait plus de statistiques. Et là, maintenant, on le garde pour le CHUM et on est en mesure de le suivre. Mais il fallait aussi se dire, c'était quoi notre cible de réduction? Les gens qui déménageaient nous ont dit, il faut que vous baissiez vos activités, vos nombres de patients doit diminuer au moins de 50 %. Alors, quand tu es dans un hôpital où il y en a 380 ou 420, d'arriver à les baisser à 200, ce n'était pas nécessairement. Alors, il fallait qu'on le suive vraiment, comment se ferait la réduction, comment on pouvait le faire. Mais on avait aussi regardé la cible de réduction. Exemple, on avait 3 unités de médecine interne dans le CHUM, une dans chaque hôpital. Mais là, on arrive à 2 unités. C'est que je ne pouvais pas penser que je garde tous les patients de Saint-Luc, je les déménage, puis je suis déjà à mi-chemin. Alors, il fallait toujours garder combien ça devrait descendre. Est-ce qu'on a réussi en tout? Je vous dirais que pas mal. On est même surprenant. Des fois, on prenait un petit peu de Pepto-Bismol parce qu'on avait peur que ça n'arrive pas, mais ça se passait bien. Et il fallait aussi regarder l'unité de destination. On l'a dit, j'ai des unités qui ont recomposé une autre unité. Alors, il fallait regarder où les gens allaient aller, comment ça allait se passer. Quand je faisais des transferts, par exemple, je déménageais Saint-Luc en premier. Bien, Saint-Luc, il me restait 5 patients de médecine interne, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que j'ouvrais l'unité? Je mettais ailleurs? Alors ça, c'était vraiment des discussions qu'on avait au centre de commandement en continu. Et puis là, c'est l'ouverture. Ça, c'est autant 3 pour nous, c'est quand on déménageait Notre-Dame. On avait vraiment tout cartographié pour regarder comment on arriverait à l'intérieur de ça. Des tableaux, là, on en a eu. Des versions, on en a eu. Donc, je vous ai dit qu'à un moment donné, les gens n'y croyaient plus. Mais là quand on a amené les gens visiter, l'énergie a monté de façon extraordinaire. Pendant la transition, les gens ont travaillé. On a fait le transfert. Félicitations, bravo. Là, par exemple, j'arrivais dans la vraie vie, dans les nouveaux locaux, je ne me retrouve pas. Vous savez, quand les patients ou les visiteurs arrivaient et nous demandaient « Est-ce que je voudrais aller à la clinique de tel docteur? » Tout le monde baissait les yeux parce qu'on ne le savait pas, les gens étaient perdus. Et c'est là où les bénévoles ont été fabuleux. Alors, on a eu la partie désespoir.
où tu sens que la fatigue entre en ligne de compte. Les vacances, ça n'avait pas été très importante à l'été précédent. Alors, on a attrapé ça. Mais depuis mai, ce qu'on sent, ça monte. Puis je vous ai dit tout à l'heure qu'on a fait le premier transfert le 8 octobre. Alors, cette année, on a souligné. On a fait le tour de tous les secteurs, de jour, de soir, de nuit. Et la majorité, en tout cas, une fois sur deux, le commentaire des gens, c'était de dire « Un an déjà? C'est-tu vrai que ça fait déjà un an? » Et quand tu leur demandes, là, ils se disaient « Bien, depuis cet été, on a retrouvé nos repères. Et là, maintenant, on sent que ça va. » Alors, il faut vraiment entrer dans tout ce qui est amélioration continue, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que ça se cristallise. Hein? Il y a des habitudes. Alors, on est là, puis vous avez un peu l'ouverture. On a décidé sciemment de ne pas ouvrir les 772 lits en commençant. D'une part, on n'avait pas le personnel, et même si on avait eu tout le personnel, ça aurait été la meilleure façon de frapper un problème et d'être obligé de refermer. Alors, on y est allé vraiment progressivement. On est actuellement à 693 lits sur 772 d'ouverts. On devrait fonctionner à 30 salles d'opération. On en a 25 qui sont fonctionnelles. L'urgence, elle, est pas mal pareille. Entre 190 et 210, c'est le nombre auquel on s'attendait. Mais vous voyez, on est vraiment dans la progression. Et au fur et à mesure qu'on recrute, bien là, on ouvre les lits. L'objectif, 31 mars 2019, d'avoir les 748 lits d'ouverts, parce que les autres, ça va être des lits de soins intensifs, puis on va le terminer. Donc, ce que Daniel mentionnait, évidemment, vous l'avez compris, l'urgence roule à 100 %, le reste de l'hôpital ne roule pas à 100 %. Donc, on doit au quotidien gérer une crise qui est extrêmement difficile à maintenir. Il fallait trouver un équilibre entre les besoins cliniques, la réalité de notre bâtiment, puis nos enjeux transversaux dans l'ensemble des directions, parce que la prestation de service, je vais donner un exemple, en logistique, était complètement renouvelée, alors qu'auparavant, ils ne prenaient pas en charge l'ensemble des réserves primaires et secondaires. Là, c'était eux qui faisaient tout le réapprovisionnement dans tous les points de soins de l'hôpital. Fait que là, juste pour eux, d'être au rendez-vous de cet enjeu-là, puis de faire le modèle pour être pleinement, ils voulaient les employés. Mais pensez à la complexité de ça dans un environnement grand comme celui-là, avec des nouvelles technologies, des véhicules autoguidés, des armoires double casier, du réapprovisionnement automatisé, et j'en passe. Ce qu'on s'est donné comme structure, c'est on part des équipes terrain, puis à partir de là, on adresse leurs problèmes le plus rapidement possible en continu. Et là-dessus, on a un PDG qui est très volontaire, qui lui-même est là jour, soir, nuit, là, et soir, nuit de façon régulière. Et il ne s'est pas figuré. Il est vraiment là. Et on s'est assuré d'avoir des visites quotidiennes avec des gens de différentes directions, la mienne, la DSI, la DQPE, qui vont et qui intègrent les problèmes. Donc, on ne veut pas savoir, ça peut être la commis qui nous parle de problème, ça peut être l'infirmière, ça peut être la chef. Aujourd'hui, le problème, c'est que tu n'as pas tes coupons, on va t'aider. On va trouver les coupons pour la clinique de pieds diabétiques. OK? On se foutait de c'est quoi la zone de responsabilité, on intègre puis on règle. Avec une vision pour le patient, il faut maintenir nos services puis que les gens soient au rendez-vous. C'était vraiment la base. Un exemple, une difficulté qu'on avait, c'est que les gens envoyaient du matériel à la stérilisation, mais ce n'est pas ce matériel-là qui revenait nécessairement. Et là, c'était trouver les spéculums, trouver... le temps que ça s'ajuste, autant du côté de la dalle, là, la logistique, autant du côté des cliniciens, c'était des ajustements. Alors, ces équipes-là, à tous les jours, étaient essentielles, puis ça nous permettait d'enlever des irritants et que les gens puissent se concentrer sur ce qu'ils avaient à faire. Donc, je l'ai mentionné, je vais aller vite, étant donné que le temps passe. Les généralistes avaient la responsabilité de trouver des solutions, puis de représenter, puis d'informer aussi. Le caucus quotidien, tout le monde était là. Je vais donner l'exemple de Joanne Gay, la directrice des TI. Pendant ce temps-là, Joanne, à tous les jours, a été présente pour prendre des problèmes puis affecter des techniciens informatiques aux bons endroits pour les régler. En tout temps. C'était sa priorité, puis elle a été avec ses équipes parfaitement au rendez-vous. Parce que là, il faut comprendre que dans toutes ces équipes-là, il y en a un qui s'appelle Veolia. Veolia, c'est notre partenaire, celui qui doit s'occuper de l'édifice et de l'entretien. Ces gens-là, ils sont au niveau international. Ils sont dans des centrales nucléaires, mais les hôpitaux, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il fallait leur expliquer l'urgence, que ça veut dire. On a une panne d'électricité via Hydro-Québec et les génératrices partent, ça va très, très bien.
Puis là, ils nous disent, vous faites toutes vos activités. On leur dit, bien non, on ne fera pas les activités au bloc, par exemple. Bien, pourquoi pas? Mais c'est parce qu'au bloc opératoire, si les génératrices tombent, j'ai plus rien, là. Et je ne peux pas. Alors, ah oui. Fait que, tu sais, il a fallu éduquer. On est encore là-dedans. Oui. Le centre de commandement qui était piloté par Daniel, veux-tu dire un mot? Le centre de commandement, on l'a débuté au mois d'août 2017. Et là, c'était à tous les jours. On se rencontrait pendant 1 heure. Et là, il y avait les différentes directions. C'était les directeurs qui étaient là, les directeurs adjoints du côté clinique. Mais on avait Jean-François qui y était. Et on invitait les chefs de départements médicaux 2 fois par semaine. Ils auraient pu venir à tous les jours, mais comme c'est difficile à entrer dans leur agenda, ils venaient 2 fois par semaine. Et là, on prenait tous les problèmes, où on en était, est-ce que notre progression fonctionnait, comment on pouvait... Et ça, on l'a maintenu en place à tous les jours, à peu près jusqu'au mois de juin 2018. Après ça, on le faisait 1 fois par semaine et on a arrêté au mois d'août complètement, se disant que le centre de commandement, c'était pour la période de transition. Maintenant, ça doit faire partie des activités de tout le monde, alors ça se gère normalement, là, ce qu'on devrait avoir. On a encore un équilibre, oui, précaire parce qu'on est encore en transition. Normalement, pour moi, là, quand on en parle, c'est depuis le 26 novembre où tout le monde est ensemble. Donc, je commence l'année 1er juin. Parce que vous voyez, on a commencé le 26 novembre à être tout le monde sur le même site. Puis les fêtes arrivaient, alors ça a changé. Ça fait que pour moi, c'est depuis janvier. Et on va certainement être en transition, on disait 12 à 18 mois. Donc, janvier, moi, je le mets jusqu'à la fin de l'année financière, pas parce que c'est la fin de l'année financière, mais je crois qu'à ce moment-là, on va être beaucoup plus stable. Alors, c'était de donner accès, et les personnes à qui on doit donner accès en priorité, bien, c'est les gens qui nécessitent notre plateau, c'est les soins tertiaires, quaternaires, qui s'offrent moins ailleurs, mais en même temps, j'ai l'urgence qui fonctionne à 100 %. Et là, bien, vous savez que venir visiter, on a vécu un peu l'attrait qui s'est fait au CUSM, au Jewish. Alors là, il faut jouer avec ça, mais avec la capacité. Puis les capacités des employés et médecins. On a des médecins, et là, je dois le dire que nos chirurgiens ont été très coopératifs parce qu'on ne fonctionne pas à pleine vitesse. Et eux voudraient aller beaucoup plus vite, mais si je n'ai pas les employés, le risque que je vais avoir, c'est que les employés vont quitter, puis je ne pourrai pas ouvrir. Alors, ça, c'est constant comme... et performance, bien, il faut quand même être performant. Puis, il y a des choses... C'est tout de suite après qu'on les montre? Peut-être pas? Ça, c'est ça. On va y revenir. Oui. Donc, vous voyez, ça, c'est... si on regarde, c'est vraiment... Ce qu'on veut, c'est répondre aux besoins de la population. On veut être un hôpital communicant, enseignant, apprenant. On veut que les flux soient pertinents. Alors, c'est toutes les activités. Tu sais, au niveau des activités primaires et secondaires, il faut que je diminue. Et il y a des spécialités qui l'ont fait avant le déménagement, d'autres non, fait qu'ils sont encore en train de travailler, mais ce n'est pas nécessairement si facile. Tout à l'heure, Jean-François disait, quelqu'un qui vient de la Montérégie, là, un exemple, qui a toujours été suivi, bien, va probablement, certains vont décider de rester. Alors, ce n'est pas nécessairement aussi facile. Il faut mieux gérer la demande de soins, donc, par rapport à l'urgence. Là, on est dans toute l'étape de réorientation vers des cliniques pour les P4, P5. Alors, optimiser le parcours de soins. Fait que chacun d'entre eux est en travail actuellement parce qu'il l'avait fait, mais ça va nous prendre une longue période pour tout revoir. Bon, développer l'approche réseau. En fait, on a là où, quand c'est bien documenté, quand c'est bien organisé, au Québec, la trauma, les AVC, c'est très bien organisé. Ça va bien. Mais pour tout le reste, il faut le faire vraiment avec la bonne volonté des gens, puis négocier avec eux, en discuter. Et là, il y a une très belle collaboration, mais c'est quand même beaucoup de choses. Puis bon, revoir les ressources allouées, optimiser. On a fait le choix actuellement de réajuster les équipes terrain parce que la taille, la grandeur, les déplacements, vous savez que 15 000 pas, là, ça se fait facilement dans le 7 heures. Il y en a même qui les comptent.
Il y a peut-être que les abonnements dans les gyms ont diminué, là, mais donc, on a décidé de rehausser un peu les équipes temporairement pour donner une chance à tout le monde de s'y retrouver. C'est vraiment d'améliorer tout ça. Dans notre transition, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de remiser, on l'a dit, gestion de crise relativement centralisée, très réactif au quotidien. Là, on a voulu construire des unités cliniques apprenantes puis miser sur l'expertise de nos équipes pour améliorer les soins et services. Je vous donne un exemple concret. Actuellement, avec le département de médecine, on est en train de faire une démarche pour améliorer les flux internes de patients puis questionner le projet clinique. Fait que ça se fait avec les infirmières, avec les professionnels, avec le leadership médical, puis c'est dans une logique de, dans votre contexte, c'est quoi la meilleure pratique pour répondre aux besoins aux patients? Puis vous donner une idée, on a amélioré de 15 % les admissions depuis l'ouverture du CHUM, le nombre d'admissions par lit, puis on a réussi à diminuer les durées moyennes de séjour de 10 % au département de médecine. Donc, on pourra y revenir, mais c'est notre logique derrière ça. On a, Daniel le mentionnait, mis une priorité sur l'accès et l'état des ressources humaines par rapport à l'enjeu financier. C'est un pari qu'on fait, qui est clair. Puis le pari, dans l'accessibilité, Daniel dirige le COF, qui est le Centre d'organisation des flux réseau. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Puis l'équipe des flux internes. On a des chantiers transversaux qu'on a mis pour la chirurgie cardiaque et l'oncologie pour améliorer l'accès parce qu'on avait des enjeux d'accès. On a des trajectoires patients sur lesquels on travaille. Insuffisance cardiaque, MPOC, vous allez me dire, mais pourquoi comme centre tertiaire vous travaillez là-dessus? Parce que les patients viennent nous voir. Puis là, si on ne travaille pas en amont avec le reste du réseau, on est submergé par ces clientèles-là, puis on n'est plus capable de faire des greffes. Je caricature. Oui, puis le travail se fait à ce niveau-là aussi avec les médecins de première ligne. Des fois, c'est avec les médecins de première ligne qu'on fait l'entente. Par exemple, en endocrinologie, tu sais, la clientèle diabétique, on en avait beaucoup, et ça faisait plusieurs n'avaient pas de médecin de famille. Ça fait que c'est l'endocrinologue qui continuait à être leur médecin de proximité. Bien, on a eu une entente avec la table de médecine générale Montréal, et maintenant, bien, on a des médecins qui disent, bien, moi, je vais en prendre, et ils peuvent les suivre en première ligne. Ce qu'on a comme entente, c'est s'il se passe quelque chose, si le patient complique ou si les gens ont une question, ils nous appellent. Et là, on reprend le pôle à ce niveau-là. On s'est également on a regardé sur nos données, sur notre performance, les processus transversaux qui étaient problématiques. On en a pris quelques-uns qu'on a décidé d'adresser et d'améliorer de façon systématique. J'en dirai pas plus, on pourra en parler longtemps. Je vous ai donné des résultats tantôt. Puis ce qu'on n'a pas parlé encore, c'est des résultats RH. D'habitude, quand on regarde ces grandes transformations-là, les taux de roulement doublent. Nous, pour l'instant, on a une légère augmentation de notre taux de roulement. Fait que, tu sais, les actions qu'on a mises en place pour le volet gestion de changement, accompagnement des équipes, formation, semblent donner des résultats. On ne dit pas que c'est le paradis, mais par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre, c'est bien. L'absentéisme augmente, mais on est conforme à la tendance dans le reste du réseau. Fait que est-ce que c'est avec notre projet, on ne pense pas, là, mais il y a quand même une augmentation des maladies psychologiques liées au travail actuellement qu'on constate. Les leçons apprises, on y va en rafale. On va passer ça. À court terme, oui, vas-y, je te laisse y aller là-dessus, Daniel. Bien, on le dit. Tu sais, notre priorité, c'est les patients. Alors, pour que les patients soient capables, la population soit capable d'offrir les services, c'est les gens qui les accueillent qui doivent être bien. Donc, on travaille beaucoup au niveau des employés pour que ce soit le plus aidant et soutenant possible. Puis on n'en a pas parlé, mais les gestionnaires de premier niveau qui ont vécu ça ont été autant bousculés que les employés. Bien des gens, bien des chefs ne se retrouvaient pas avec la même équipe, ne se retrouvaient pas nécessairement avec la même clientèle. Et ils ont vécu ces moments-là difficiles, alors on mise beaucoup sur eux aussi, on travaille avec eux. Ce qu'on essaye aussi, c'est de mettre en valeur les leaders positifs, célébrer les succès, diminuer le contrôle, puis augmenter l'accompagnement dans les différents secteurs, revoir la structure et l'affectation des joueurs clés pour créer de l'énergie. Daniel, on parlait tantôt du COF, des flux internes, créer des structures qui vont aider à aller plus loin et plus rapidement. Et là, ce qu'on a décidé de faire, avec le PDG, on fait des rencontres. Il y a 3 semaines, on a rencontré l'invitation à tous les préposés aux bénéficiaires de l'hôpital,
de venir rencontrer le PDG, le PDGA, pour qu'on discute. On est accompagné avec le syndicat, mais c'est tout. Et on prend les commentaires, et ce qui revient, on le met tout de suite en place et on travaille avec les gens. Là, cette semaine, demain même, on va faire tout ce qui est le personnel administratif. Après ça, on va aller les services hygiène, salubrité. C'est des gens qui, normalement, n'ont pas toujours voix au chapitre. Là, ils ne peuvent pas aller plus haut que ça, ils sont directement avec le PDG. Et ce qu'on remarque, c'est que le syndicat nous aide là-dedans. Parce que des fois, il y a certains aspects, là, ils vont dire non, on ne peut pas. Mais c'est assez. Alors, on écoute d'abord le terrain. Les patients, on a les sondages en continu et ça se fait via le web. Donc, on a des sondages en tout temps. On rencontre les bénévoles 3 fois à peu près à chaque trimestre pour qu'ils nous disent, eux, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, parce qu'ils sont disséminés partout. Les employés, travailler d'abord avec les équipes. Au niveau des médecins, le PDG a fait le tour de tous les services. Et là, maintenant, comme disait Jean-François, dans les grands départements, le département de médecine, chaque équipe est rencontrée en interdisciplinarité. La même chose va se faire en chirurgie, là, commence. Fait qu'on essaie d'éliminer les petits irritants. Les petits irritants, c'est souvent, on est quelque part et on a de nuit, disons, 2 préposés dans une unité. Là, ils nous disent, savez-vous ce que c'est d'essayer de trouver l'autre? Parce que j'ai besoin d'aide. Alors, ils disaient, si j'avais un téléphone, un Spectraling. Alors là, on va faire les achats. On essaie d'enlever ces irritants-là parce que la priorité pour eux, ce sont les patients. Alors, on joue avec ces choses-là le plus rapide. Et tu l'as dit, on prend des risques. Si on le regardait là, financièrement, mais on se dit que c'est de l'investissement plutôt que des dépenses. Puis ce qu'on essaye de faire, puis ça, c'est difficile au niveau clinique. Les gens aiment ça être données probantes, structurées, prouvées, avant de se lancer. Mais non, on va essayer de faire des solutions, puis on va rétroagir en continu au quotidien. Si ça ne marche pas, on apprend, puis on ajuste. Puis on apprend, puis on ajuste. Fait que dans tout ce qu'on fait, on essaye d'être dans ça, avec des degrés de succès divers dans les secteurs d'activité. C'est pas évident, c'est une grosse organisation comme ça, d'être agile. Et c'est une condition essentielle. Alors, on travaille beaucoup. On est vraiment dans les rencontres. Par exemple, on travaille avec une équipe actuellement de l'URDM, là, le retraitement des dispositifs médicaux. Il y avait une situation de crise, on travaille avec eux. Bien, dans le comité, dans le groupe de pilotage, on a, oui, les syndicats, mais on a aussi un employé qui est là pour être capable de revenir en tout temps. Donc, c'est la plus grande transparence possible pour être capable. Et on disait, regardez les flux de travail, les processus, les flux, il faut que ce soit regardé à chaque endroit. Alors, on a des équipes qui sont là-dedans, qui ont été très rapides. Vous savez, cet été, il y avait beaucoup d'accouchements. On était dans une période où on dépassait la capacité de l'unité. Bien, c'est dans l'unité de gynéco et gynéco-onco, qui est dans le même regroupement, qui, eux, avaient une diminution d'activité au bloc, qui ont pris le surplus. Alors, ils sont vraiment faits ensemble. Est-ce que c'est comme ça partout? Pas tant encore. Mais c'est dans ce sens-là. Et ce qu'on se rend compte, on utilise toutes sortes de moyens, mais on n'arrive jamais à communiquer suffisamment. Alors, communiquer. On utilise la direction des communications, a toute une panoplie de moyens. On essaie vraiment par tous les moyens de rejoindre les gens, d'être capable de les retrouver. Bon, améliorer. Ce qu'on a à faire, améliorer l'engagement des médecins, dans chacune des spécialités, puis c'est vrai qu'à chaque étage, il faut qu'on identifie nos leaders. Les leaders positifs qui sont là, puis à la limite, des leaders qui, au départ, étaient récalcitrants et qui, là, ont vu l'avantage. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à le faire. Ça fait que vous voyez, on est vraiment dans on veut limiter les décisions en haut. On veut que les décisions se prennent sur le terrain par les différentes équipes. Juste à temps. Monsieur. Merci beaucoup, Mme Fleury, M. Fortin-Véro. Merci, je pense qu'on peut les applaudir. On en aurait pris.
Je pense qu'on en aurait pris encore plus, mais le temps nous manque et je vois les gens qui prennent des notes depuis tantôt. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Et juste pour me présenter, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Raphaël Provost, je suis responsable des événements au Pôle Santé et c'est moi qui vous envoie les courriels. Donc, enfin, vous allez savoir que c'est moi qui vous envoie les meilleurs courriels. Donc, pour les questions, c'est important de prendre le micro pour que les gens sur le web vous entendent. Présentez-vous et la parole est à vous si vous avez des questions. Je pense que vous allez pouvoir leur répondre. Vous êtes là pour ça principalement. Oui. Est-ce qu'il y aurait des questions? Monsieur Jacob? D'abord, merci beaucoup, je suis allé à Rondeau, pour une magnifique présentation. J'aurais des centaines de questions à vous poser, mais je me lance tout de suite dans une direction. On pourra explorer autre chose par la suite, là. Il y a une grande tendance dans tout le système de santé présentement à développer le transversal, à développer les trajectoires de soins, à développer les parcours. Je vois que vous avez fait un effort important pour non pas travailler tant par service, comme c'était la méthodologie antérieure, mais à développer ces parcours-là. Puis j'aimerais vous entendre un petit peu là, sur... à un moment donné, vous avez dit le trauma au Québec est bien organisé, il y en a qui sont bien organisés. Qu'est-ce qui fait la différence entre les parcours qui sont bien organisés puis ceux où on a de la difficulté à lever, là? Bien, une des raisons, c'est que quand ça fonctionne bien, c'est que tout le monde s'est assis et a considéré que c'était un élément important, une trajectoire importante à regarder et qui était, souvent ils l'ont mis parce qu'il était temps dépendant. C'était dans les deux cas, en trauma et en AVC, il faut que ce soit rapide d'intervention. Et en plus, c'est que les établissements ont pensé à ça et il y a eu un engagement ministériel. Il y a eu un leadership ministériel qui l'a pris. Pas pour aller dans les détails, mais pour dire voici comment on va fonctionner. Alors ça, c'est une partie importante qui a joué là-dedans. Pour celles qui ne sont pas balisées, bien là, il faut vraiment que... Et c'est pour ça qu'on essaie de prendre trajectoire de patient, d'où il arrive, par où il peut arriver, comment je peux faire et à quel moment... mais l'élément important là-dedans, c'est aussi de dire, le CHUM, là, pas mais le CHUM reste prêt s'il se passe quelque chose avec la clientèle. Alors, dans les enjeux, les trajectoires qui sont bien tracées, c'est comme ça qu'elles se sont produites. Ce que j'ajouterais aussi, c'est qu'il y a une reconnaissance plus naturelle de l'expertise dans ces milieux-là aussi. Donc, il y a certaines clientèles pour lesquelles il y a beaucoup de milieux qui disent « bien moi, je pourrais m'occuper du volet spécialisé ». C'est plus difficile dans ces temps-là de répartir les niveaux de service, je vais le dire comme ça, puis on ne rentrera pas dans trop de détails parce qu'on va rentrer dans de la politique rapidement, mais de dire, bien moi, je suis capable de faire la prise en charge de telle pathologie, moi aussi, je suis capable. Quand on est 3-4 sur le même terrain, puis les 3-4 veulent, c'est plus difficile de créer une trajectoire cohérente avec les bons niveaux de service de façon, je dirais, émergente à partir des établissements. Fait que ça, on le vit dans certains secteurs. T'sais, nous, je vais donner un exemple concret. On a essayé d'ouvrir le CHUM avec une logique d'urgence réseau. Donc, on a demandé à nos partenaires de dire, si le patient qui est là, on l'a stabilisé, il n'est plus en crise, il est, par exemple, un MPOC. Il n'y a pas besoin, tu sais, chez nous, on peut être bon, mais il y a probablement des autres CH qui sont bien meilleurs que nous autres pour faire la prise en charge de ces personnes-là. Mais le réseau nous a dit, non, non, non. On ne veut pas plus que toi, le MPA, qui est chez vous, occupe-toi-en, tu vas bien t'en occuper. À la limite, on fera le lien avec la première ligne, puis on s'en occupera après l'épisode aigu. Fait que ça, là, c'est là que c'est extrêmement difficile et complexe. Bonjour, Najib Dada, je suis cardiologue à Sainte-Justine, ici à côté. Et on fait partie de ce grand déménagement qui a eu lieu. J'ai quand même le but final de n'importe quelle institution, l'hôpital, etc., c'est le patient. Et qu'on le veuille ou non, que ce soit le CHUM, le CUSUM ou chez Sainte-Justine, c'est quand même, il y a un croquis sur la structure des bâtisses qui est un peu copié-collé dans les trois établissements. Et c'est toujours très désorientant aux patients, aux parents qui arrivent. Ils arrivent, il n'y a pas de vestibule comme tel, où on arrive puis on est perdu. On prend les escaliers,
les ascenseurs, on tombe dans un corridor, puis on est pris entre deux portes cadenassées avec électroaimant. On a besoin d'une carte d'ouvrir. C'est très désorientant. Moi, j'ai l'impression qu'arriver, que ce soit à Sainte-Justine, au CUSUM, parce que j'ai visité les trois, on arrive, on est comme dans un labyrinthe, comme si on était à Las Vegas. On ne sait pas comment sortir des machines à sous. Donc, pour moi, s'il y avait quelque chose à changer, parce que là, c'est excellent que vous avez fait l'adaptation des humains et de toutes les ressources, c'est magnifique, mais on s'est adapté à une structure architecturale désorientante. C'est quoi l'expérience là-dedans? Premièrement, vous avez raison que pour nos patients, l'environnement est parfois difficile. Je vous donne un exemple. Toute la stratégie de signalisation, quand ça a été conçu en hauteur. Alors que la majorité des patients regardent comme ça et ont des déficits visuels. Donc, il a fallu complètement revoir, pour nous, dans notre cas à nous, complètement revoir où était la signalisation puis comment la placer pour que les gens se perdent moins. Sur la conception de base que vous évoquiez, nous, notre projet, il n'est pas fini encore. Fait que ce que vous dites est tout à fait exact par rapport à actuellement quand on rentre dans le CHUM, mais notre entrée principale n'existe pas. Mais elle existera, elle s'en vient dans la prochaine phase. Donc là, on est dans une entrée temporaire par Sanguinet, pas par Saint-Denis, avec un flux patient qui est sous-optimal. Je pense que quand on va être dans notre vrai projet, ça va être mieux. Ça ne sera pas parfait. Puis, je dirais, à contrario, par rapport à ce que vous décrivez, les échos, les messages des patients qu'on a actuellement, c'est au contraire, pour eux, c'est un grand gain. Puis c'est un grand gain où, premièrement, ils ont accès partout à la lumière de l'extérieur. Dans nos anciens bâtiments, souvent, c'était des bureaux qui étaient sur le bord des fenêtres. Ce n'était pas les patients qui avaient accès à la lumière. C'est vrai. Deuxièmement, les patients nous disent aussi les chambres privées. Ça, pour eux, là, nous, la différence, juste ça, là, est tellement majeure pour eux que les autres inconvénients, parce qu'on en a, là, c'est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. Petit commentaire construction, le code du bâtiment au Québec n'a pas de section spécifique handicapée pour les hôpitaux. Fait qu'on est traité comme un centre d'achat. Je vais caricaturer un peu, là. C'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire, mais c'est pas loin. Presque. Fait que, tu sais, les besoins, évidemment, sont plus grands, mais le PPP ne prévoyait pas ces besoins plus grands-là. Fait que là, on est dans des bas infinis pour faire motoriser des portes, pour des planchers qui ont trop de pentes, pour qu'on soit adapté à notre clientèle, à nos patients. Et là-dedans, pour essayer de le rendre plus humain, c'est vraiment l'équipe des bénévoles qui a travaillé excessivement fort et qui est encore là. Quand vous entrez, il y a habituellement toujours un sarrau bleu pâle ou une petite veste qui vous guide. Et ce que moi, j'ai remarqué, c'est depuis le déménagement, quand on se promène dans le couloir et qu'il y a quelqu'un qui semble un peu perdu, il y a toujours un employé, quelqu'un qui va et qui l'accompagne. Bien, peut-être pas, vous n'aviez pas l'air perdu, peut-être, mais ça se fait pas mal, est-ce que c'est parfait? Non. Mais est-ce que c'est... Tu sais, les espaces sont grands, il aurait pu être plus petit. Si on l'avait conçu il y a 5 ans, peut-être qu'on l'aurait pensé plus petit, mais là, bon, faut qu'on vive avec cette partie-là. Mais il faut le rendre. On a eu une visite transitoire d'agrément la semaine dernière. Et le commentaire qui m'a, moi, probablement fait plaisir le plus, c'est les gens ont dit, bon, oui, vous avez des beaux locaux, mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a une âme. Et ça, pour moi, c'est le signe qu'on commence à voir que les équipes commencent à s'approprier ça. Mais c'est grand. Marie-Hélène Jobin, je vais faire une suite, un peu un écho à ce qu'Alain a dit. Il vous a félicité pour votre présentation. Moi, je veux surtout vous féliciter pour l'énergie puis l'immensité du projet qui est derrière ça. L'équipe que vous avez dirigée, je pense que ça vaut vraiment la peine de souligner l'investissement que vous avez fait. C'est vraiment un déménagement majeur et vous êtes acquitté dans les circonstances avec beaucoup d'élégance. Mais je note aussi quelque chose de collatéral que vous n'avez pas, que vous êtes en train de sous-estimer. C'est la première fois qu'on a vraiment un CHUM. Avant, on avait 3 hôpitaux. Et j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que je pense que c'est peut-être le plus grand des bénéfices qui a découlé de cette transformation. Vous avez raison. De se retrouver
tout le monde sur le même site, des gens que ça fait 25 ans qui travaillent au CHUM, mais qui ne se rencontraient jamais. Puis ça, c'est aussi bon pour médecins. Et là, ce qu'on voit, c'est que les gens partagent et travaillent beaucoup plus en équipe. Et ça, c'est assez extraordinaire. Une des difficultés, avant d'y arriver, c'est de reconstruire des équipes avec des gens qui ne se connaissaient pas. Et actuellement, je vous dirais qu'on a 3 secteurs probablement où on le sent moins. Là. Il parle encore de nous à Notre-Dame, nous à l'Hôtel-Dieu, nous à Saint-Luc. Peut-être 3 endroits. Le reste, je suis incapable, moi, en faisant le tour, de savoir qui était là. Mais ça, c'est vraiment tout le monde qui a travaillé à cette partie-là. Il y avait des deuils. Vous savez, moi, j'ai fait le tour de Saint-Luc, Hôtel-Dieu, Notre-Dame, quelques semaines avant les transferts. Et il y avait des endroits où ça pleurait. Parce qu'il y allait un deuil. Alors, tu te dis, il faut l'accueillir, il faut la comprendre. En même temps, j'ai transféré d'établissement dans ma vie. C'est que les gens ne meurent pas. C'est que tu vas connaître d'autres personnes. Et ce qu'on voit maintenant, ça s'est fait. Mais vous avez raison d'être tout le monde sur le même site. Cliniquement, c'est beaucoup plus facile. On va reprendre encore l'exemple, je suis en obstétrique et là, j'accueille une mère qui a des problèmes cardiaques. Bien, avant, c'était Saint-Luc, l'obstétrique, et c'était Hôtel-Dieu, la cardiologie. Fait que déjà de créer. Tandis que là, bien, on se rencontre, on en discute et ça peut se faire. C'est vraiment un avantage extraordinaire. Et moi, je me plais toujours à dire, on est le seul CHU sur un seul site. Sainte-Justine, il y a la réadaptation Marie-Enfant. Le CHU de Québec, bien, ils vont. La ville de Québec. C'est ça. Et le CUSM partage son temps. Puis si on va à Sherbrooke, c'est aussi les deux. Et ça, c'est, je pense, le plus grand avantage. Et quand on disait tout à l'heure qu'on veut vraiment se ramener à un centre, un vrai CHU, on a ce qu'il faut, là. On a le terrain. C'est exactement, puis on est tout à fait d'accord, c'est le cœur de ce qu'on veut faire, mais tu sais, on n'a pas insisté sur le volet transformation. Puis ça, c'est le volet transformation, puis on est en chemin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi des différences de maturité entre nos équipes qu'on avait déjà concentrées. Oui. Je vais donner un exemple concret. La neurologie au CHUM est une activité de pointe, mais maintenant, ça fait 8 ans que les neurologues, les équipes autour sont ensemble, développent des projets, ont une masse critique de recherche, fait qu'ils ont pu créer ça. Puis on constate les écarts dans les services qui n'avaient pas cette opportunité-là d'être ensemble. Fait qu'on pense que les bénéfices vont s'accélérer dans les prochaines années de façon importante. Alors, Alain Gosselin, je vais faire un petit peu du pouce sur la question de Marie-Hélène. Je n'ai pas vu dans votre présentation une discussion sur le type de culture que vous vouliez créer. Est-ce que ça faisait partie du projet? On comprend qu'il y a des millions de soucis techniques et autres. Mais est-ce qu'il y a eu un peu de temps pour élever un peu la réflexion pour dire quel type de culture on veut créer? Oui. On a commencé, en fait, ces discussions-là se sont faites en plusieurs temps, puis avec plusieurs allers-retours. Un des enjeux sur lesquels on n'a pas mis l'emphase, c'est que pendant la période, je dirais, la plus intense, il y a eu 6 PDG différents. OK? Donc, avec des aléas de gouvernance, avec des ministres différents, avec des orientations différentes. Fait que la discussion sur la culture, moi, pour avoir vu toutes les étapes, elle n'a pas été discontinuée. Chacun a mis une brique sur ce qui s'était fait. Fait que c'est parti d'un positionnement très, très fort à l'époque de Denis Roy par rapport à ce qui était souhaité, qui s'est continué dans le temps après, quand on a fait avec Christian Père les exercices d'avoir une grande vision, de planification stratégique avec des éléments détaillés. Puis après ça, ça s'est recontinué quand Fabrice est arrivé avec ce qu'on a évoqué tantôt sur le projet clinique qui s'inscrivait. Fait à chaque fois, ça a été l'occasion de discuter de qu'est-ce que ça veut dire être un centre académique, qu'est-ce que ça veut dire faire de la recherche, de l'enseignement, comment on peut intégrer ça, pourquoi il faut se surspécialiser, jusqu'à des éléments, je vais dire d'incitatifs, mais qui ont beaucoup d'enjeux dans le réseau sur des discussions sur les plans de pratique, sur comment tu engages les médecins. Fait que ces éléments-là, à travers le temps, ont été traités puis ont été abordés en continuité. Maintenant, après ça, l'enfer est dans les détails, là, mais du point de vue culturel, ça s'est fait à plusieurs moments dans le temps. Oui. Puis c'est ça.
ça se poursuit. Vous voyez, ce qu'on veut, on disait intégrer Cergy, là, qu'on soit agile. Bien, on a pris la décision qu'au niveau soins infirmiers, par exemple, parce qu'on va le faire pour tout le monde, on va embaucher 15 de plus que ce qu'on aurait besoin pour leur permettre de faire soit de la recherche, participer à de la recherche, faire leur propre développement professionnel, prendre un projet de qualité des soins. Parce que c'est là-dedans, on le disait avant, mais là, on y est à mettre vraiment tous les jalons plus concrets pour pouvoir y arriver. Ça, c'était un exemple avec eux, mais il y en a d'autres. On a le web également qui est présent. Il y a énormément de bons commentaires, donc je vous les passe. Mais on a également une question de Claudia Bossé qui nous demande, au moment présent, quel est le plus gros enjeu encore présent auquel vous devez répondre? Un enjeu important actuellement, c'est d'être capable d'avoir les ressources humaines nécessaires pour être capable de fonctionner à plein régime. Ça, c'est un enjeu important. L'autre enjeu, c'est de pouvoir compléter. Je vous ai dit qu'on avait certains endroits où on avait encore on sentait encore les 3 réalités. Ça, c'est aussi un enjeu qui est important. Et là, je vous donne les enjeux importants pour actuellement. Là. Si je regarde à plus long terme, mais ça, c'est vraiment essentiel. Merci. Une dernière question. Je sais que... Oui. Je veux juste compléter parce que je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Puis, on l'a mentionné dans la présentation, la plus difficile, c'est de trouver le bon équilibre entre améliorer l'accès aux soins. On n'a pas mis l'emphase là-dessus, mais on a des listes d'attente dans certaines spécialités qui n'ont pas de bon sens parce vous voyez une période de transition comme ça, des impacts. On veut régler ça, mais si on va trop vite, les équipes ne suivront pas, puis là, nos taux de roulement, ce que je vous disais tantôt, vont exploser. Là. Fait que ça, là, notre marge est mince. Puis dès qu'on pousse trop, on le voit, là. Puis on ne rentrera pas dans les détails, mais on le voit, il y a des secteurs qui, ça ne marche plus. Fait qu'il faut vraiment être sur la corde raide puis trouver cet équilibre-là. Merci. Nous, notre enjeu actuel, c'est qu'on manque de temps. Une dernière question, puis merci encore une fois. Marjan Yazdan-Pana, merci beaucoup pour la présentation. J'ai beaucoup aimé l'emphase que vous avez mise sur la durée de la transition, qui est 12 à 18 mois, même plus. Et je suis restée sur ma faim, d'ailleurs, pour les indicateurs de performance, d'ailleurs. Une prochaine présentation, parce que je pense que vous en avez beaucoup et c'est intéressant. Mais ma question porte sur les défis technologiques. Quels étaient les plus importants? Je sais qu'il y a les AGV, la gestion de rendez-vous, mais selon vous, c'est l'intégration technologique, comment ça s'est passé? C'est quoi les gros défis? On est encore là-dedans. On est dans un édifice que l'on dit intelligent et qui a une technologie, il y a plein de technologies. D'arriver à la comprendre et de la maîtriser, on n'est pas encore là. Les VAG, les véhicules autoguidés, font un travail extraordinaire pour la pharmacie, les repas, tout ce qui est pour le matériel. Et on ne peut pas dire qu'on maîtrise complètement ces choses-là. Alors, on a ces enjeux-là de moins en moins, mais quand même on a plus d'irritants. Les gens, si j'ai quelques pannes, ils sont plus irrités, puis on va le voir, mais on a des plans de contingence top-notch. J'ajouterais, on a TI pur, parce que pour moi, c'est différents domaines. Hein? TI pur, on avait des centaines de systèmes à faire migrer, puis à recomposer, puis on avait des nouveaux systèmes à implanter. On ne pouvait pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais je dirais, si on se donne une note, là, elle est assez bonne par rapport aux enjeux, avec des secteurs cliniques qui ont trouvé ça très difficile dans certains cas, surtout autour des rendez-vous et en oncologie pour Mosaïque. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais les rendez-vous, il ne faut pas oublier que toute cette technologie-là, à la base, il faut que ton processus soit bon. Parce que mettre de la technologie sur le processus qui n'est pas bon, ça fait juste que tu es juste choqué encore plus à cause de... Alors, ça, on a cet enjeu-là. Ce n'est pas réglé partout, mais ça se... Puis le 1, là, la réponse, si je donnais une réponse, moi, je dirais ce que Daniel a dit tantôt, le bâtiment. Le bâtiment avec notre partenaire. Oui, oui. Le 1, ça serait celui-là. Ça conclut? Oui. Ah, ça conclut. Ça conclut. Tout est dit. La première Merci partie. beaucoup encore une fois. Je vais compter la merci. Merci.
Et moi, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. C'est là que ça se passe si vous voulez du contenu exclusif. Et également le 13 novembre prochain pour notre 2e séminaire de la saison portant sur les salles de pilotage comme outil de contrôle stratégique. Et c'est une de nos jeunes étudiantes qui a gradué l'année passée qui va venir faire une présentation de son mémoire. Donc, je vous donne rendez-vous le 13 novembre prochain. Merci.